bienvenue dans ce nouveau dossier de la semaine consacré à cette thématique de la micronutrition et des carences générées par la prise médicamenteuse. Alors pour aborder ce sujet, nous sommes avec un auteur que vous connaissez, que vous l'avez déjà vu et rencontré sur Dynamica autour du Quinton, le docteur Marc-François Paya. Bonjour docteur Paya. Bonjour Mathilde. Bon, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce dossier capital, fondamental, et en fait, on va bien le comprendre aujourd'hui avec vos explications. Je rappelle pour nos abonnés que vous êtes docteur en médecine, médecin titulaire de la capacité d'évaluation et de traitement de la douleur. Vous êtes diplômé en médecine environnementale, en acupuncture, homéopathie, ostéopathie et auriculomédecine. Vous avez été le collaborateur de Jean Seignalé pour la 5e édition de son ouvrage « L'alimentation, la troisième médecine ». Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, voilà, dont celui sur la carence micronutritionnelle par les médicaments. On en reparlera au travers de ce dossier. Et vous êtes le directeur médical du laboratoire Quinton International, pour lequel, donc je viens de le dire, on vous avait retrouvé lors d'un dossier qui avait été beaucoup apprécié. Donc, docteur Paya, les micronutriments, la micronutrition, déjà, est-ce qu'on peut commencer par vous nous expliquer ce qu'est un micronutriment? Quand on absorbe un aliment, on a deux choses qui sont absorbées. Des macronutriments que l'on connaît, protéines, glucides, lipides en général. C'est ce qu'on analyse dans tous les régimes avec lesquels on tente de faire grossir ou surtout maigrir les individus. Et ça favorise donc des calories, de l'énergie. Et puis les micronutriments, qui sont les vitamines, les oligo-éléments en particulier, et qui ont des fonctions très différentes. Alors, du coup, les micronutriments, alors les macronutriments, on a une idée, on les connaît comme vous l'avez dit. Les micronutriments, à quoi servent-ils dans le Alors, fonctionnement? il faut repositionner d'abord les macronutriments. Les Très bien. macronutriments, en dehors d'apporter de l'énergie, ont d'autres rôles. Par exemple, les graisses apportées dans la structure, comme les graisses dans la constitution de la membrane des cellules, ce qui est capital, et c'est la qualité des graisses apportées qui détermine la fluidité des membranes, et ça a un rapport direct avec l'état de santé et le vieillissement. Les sucres qui sont associés souvent aux protéines ont un rôle aussi dans la structure, en dehors de l'énergie, de brûler, etc. Et par exemple, on a l'état des protéoglycanes dans la matrice extracellulaire qui sont importants quant à l'état de santé d'un individu. Mais aussi, ils ont une fonction de messager, c'est-à-dire de transmission d'une information, c'est-à-dire donner un ordre pour qu'une action se fasse. Et les protéines ont des rôles fonctionnels multiples, messagers, structurels, etc. Les micronutriments, eux, ont essentiellement un rôle structurel. Quand on prend une chaîne métabolique, toute réaction qui se fait au niveau biochimique, au niveau de l'organisme, se font souvent, dans la majorité des cas, sous l'action des enzymes. Et les enzymes ont besoin de cofacteurs. Et ces cofacteurs, ce sont essentiellement des minéraux ou des oligoéléments et éventuellement des vitamines. Et ils ont un rôle aussi fonctionnel. Par exemple, si le récepteur de l'insuline n'a pas de chrome à disposition, l'insuline ne peut pas se fixer sur son récepteur dans la membrane cellulaire et elle est pratiquement inactive. C'est-à-dire qu'un diabétique, par exemple, qui recevra un traitement par voie orale ou qui recevra une injection d'insuline, n'arrivera pas à faire rentrer correctement le sucre dans la cellule parce que, par exemple, dans la définition du diabète, les gens disent j'ai du diabète, j'ai trop de sucre. Non, c'est faux. Il y a trop de sucre dans la circulation et pas assez dans les cellules parce qu'il n'arrive pas à rentrer. Et donc, si on a un manque de chrome, ça ne pourra pas, la porte ne pourra pas s'ouvrir et le sucre ne pourra pas rentrer dans la cellule. Donc, c'est vraiment capital au niveau des fonctions et au niveau de l'état de santé d'un individu. Est-ce qu'on pourrait dire que les macronutriments, ce sont les grosses briques si on veut construire une maison, et les micronutriments, les artisans qui viennent les assembler? Oui, oui. Ça peut Oui. être un peu ça dans l'idée, pour essayer Voilà. d'avoir une image Voilà. un peu mentale? En fait, sans micronutriments, la plupart des macronutriments ont des problèmes. Ok. D'accord, très bien, mais c'est clair. Alors,
là, vous nous expliquez, on peut avoir des carences. Faut-il se complémenter ou pas? Ou est-ce que l'alimentation est-elle suffisante? Moi, je vois des commentaires qui me sont faits par des amis ou par certaines personnes de ma famille qui me disent: oh ben moi, je ne me complémente pas, je mange bio. Alors, Oui. c'est une erreur Oui, oui. capitale aujourd'hui. Quand j'ai refait la mise à jour de la documentation de mon livre, puisque je l'ai refait à jour parce que je veux l'actualiser, il existe en Grande-Bretagne un suivi qui est fait depuis 1940 et qui est publié toutes les. Aujourd'hui, on est à la 7e édition. Dans l'analyse de la 6e édition de ce que l'on appelle le McCarr et le Willie-Dawson, euh, on a une analyse de la composition des aliments et je prends mon document pour vous donner. Donc, entre 1940 et 2002, c'est-à-dire sur 62 ans. Pour vous donner un exemple, les végétaux ont perdu 49% du sodium. Ah Et oui. aujourd'hui, on demande aux gens de faire des régimes sans sodium, ce qui est une aberration. Ouais. 9%, le phosphore a augmenté de 9%, le magnésium qui est lion, on en avait parlé déjà dans le webinaire sur le Quinton, c'est lion anti-stress par excellence, il a baissé de 24%, le calcium 46%. Dans les fruits, sodium 29%, calcium moins 16, magnésium moins 16. Dans les fromages, moins 9% de sodium, moins 26% le magnésium. Donc, on est devant une chute drastique des minéraux et des oligo-éléments que nous consommons, et ça va de pair avec les vitamines aussi. Hein. Et Mm. aujourd'hui, on se pose la question, il y a de moins en moins de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines, malgré la compensation dans les aliments transformés. Et aujourd'hui, on se Ouais. rend compte que la population la plus pauvre a tendance à être en surpoids parce que probablement ils consomment des aliments consommés qui sont de mauvaise qualité. Et on peut se poser la question s'ils ne consomment pas plus pour tenter d'obtenir ce type de minéraux, de vitamines qui leur manquent. C'est une question de santé publique qui est jamais posée. Mm. Oui, Voilà. oui, le corps appelle plus de nourriture pour se complémenter Pour tenter de se finalement. complémenter. Voilà. Tenter de se Donc, complémenter. euh, Oui. il est évident aujourd'hui que cette perte de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, c'est dû à quelque chose de particulier, l'appauvrissement des sols. Aujourd'hui, quand on voit le processus pour que un terrain dans une exploitation passe avec une qualification bio, c'est à mon avis trop court pour qu'il y ait un temps de reconstitution des sols. Quand on a un petit peu creusé le sujet, et donc, il y avait une vidéo qui était très intéressante où il y avait une fosse qui était creusée euh, sur, euh, sur 1,50 m de hauteur dans un terrain qui n'avait jamais été traité sur le plan agricole et un terrain qui est d'agriculture intensive. Il y avait une différence quant au niveau des lombrics qui y étaient, au niveau des bactéries, et la quantité d'humus à la surface était beaucoup, je crois qu'elle était même pas du tiers. Donc, le problème, euh, si le végétal n'a pas ce qu'il faut, il ne peut pas le restituer. Mm. C'est un élément capital. Alors, Mm. après, dans ce qui est apporté au niveau de l'alimentation et qui est complémenté, on pose la question essentielle, est-ce que c'est biodisponible ou pas? Ah oui. Et alors, c'est quoi biodisponible ou assimilable? Parce que c'est vrai que Ah c'est des ben, mots qu'on entend on va régulièrement. faire un petit peu de science. Euh, Ah, très bien. Pour les comprendre. organismes unicellulaires type algues, euh, plancton, etc., je cite cela parce que c'est ce que je connais le mieux, sont des autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de capter dans l'environnement des minéraux qui ne sont pas assimilables
et de les rendre assimilables par différents processus pour lesquels je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est le cas euh, du phytoplancton dans la mer, et c'est le cas des algues d'eau douce ou des algues d'eau de mer aussi. Nous, qui sommes des eucaryotes, qui sommes des pluricellulaires, nous sommes des hétérotrophes et nous ne sommes pas capables d'assimiler les minéraux. C'est-à-dire que quand on vous donne une complémentation minérale, un cachet de calcium, une gélule de magnésium, le magnésium, on a les chiffres. Le magnésium en comprimé est absorbable à 2%, le magnésium en ampoule est absorbable à 20%, et ceux qui viennent des algues ou qui viennent de produits qui ont été digérés par le plancton, comme l'eau de mer de Quinton, sont complètement assimilables. Donc c'est ce passage par le végétal qui permet une assimilation. Et comme nous sommes des hétérotrophes, nous sommes absolument dépendants du végétal pour pouvoir assimiler. C'est-à-dire que s'il y a des micronutriments dans la viande que nous absorbons, c'est parce que la viande, l'animal a mangé du végétal. C'est la chaîne qui est obligatoire. Et c'est quelque chose que l'on oublie trop souvent. Alors, on voit souvent des publicités pour des eaux minérales riches en calcium, riches en magnésium. C'est pas absorbable, je suis désolé. C'est, Parce que ça, ça va passer par ça a le besoin règne de végétal. transformation. Donc, donc les cyanobactéries, les algues, les bactéries sulfureuses sont capables de transformer tout cela. Alors, le Quinton, je pars du Quinton, pas de l'eau de mer qui est vendu suivant le procédé Quinton, mais le vrai qui s'appelle Quinton, on a assez développé. On a aujourd'hui 78 minéraux qui ont été mesurés. Nous supposons qu'il y a beaucoup plus, mais qu'on n'a pas encore la technique pour mesurer parce que ce sont de trop petites quantités. Et on a quand même réussi à mesurer parce qu'il y a 300 mg de matière organique qui est conservée dans un litre d'eau de mer. On a réussi à mesurer une série de vitamines et d'autres choses, et les analyses sont en train de continuer aujourd'hui. Et tout ça, cette partie organique disparaît si l'eau de mer est chauffée à plus de 44 degrés. Donc c'est ce qui impose la stérilisation à froid. Et pourquoi 44 degrés? Ben, c'est ce qu'avait défini Quinton, et c'est 44 degrés, vous approchez un objet chaud à 44 degrés, vous le collez sur votre peau, c'est une sensation désagréable. 44 degrés 5, la brûlure apparaît. Oui. Oui. Donc, c'est une constante dans le monde vivant. Vous avez ensuite, comme deuxième produit que j'aime beaucoup, qui est l'algue, l'alpha-disoménon, qui vient du lac Klamath. Alors, de l'alpha-disoménon, il y en a dans beaucoup de lacs. Mais le lac Klamath a une particularité, c'est qu'il est alimenté à partir d'un lac qui est situé beaucoup plus haut en Oregon, qui est un lac dans un cratère de volcan qui s'appelle Cratère Lac tout simplement. Et on retrouve donc dans cette algue 115 nutriments. Et c'est une algue qui génétiquement ne fabrique pas de microcystine qui, elle, est toxique et qu'on retrouve dans des laphanisoménons, par exemple dans le lac Tchad. C'est une algue qui est toxique à cause de la présence de cette microcystine. Donc, cette matière minérale est restituée à celui qui la consomme sous forme biodisponible, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aucune transformation de la part de l'homme pour que ce soit absorbable. Alors, il faut savoir aujourd'hui ce que a dit Henri Bergson, qui a été un des plus grands penseurs que nous ayons eu au début du XXe siècle en France, et il a dit ceci, je lis textuellement. On sait que le végétal emprunte directement à l'air, à l'eau, à la terre les éléments nécessaires à l'entretien de la vie, en particulier le carbone et l'azote, il les prend sous leur forme minérale. Au contraire, l'animal ne peut s'emparer de ces mêmes éléments que s'ils ont été déjà fixés pour lui dans les substances organiques par les plantes ou par des animaux qui directement ou indirectement les doivent à des plantes, de sorte qu'en définitive, c'est le végétal qui alimente l'animal. Et je crois que c'est un très bon résumé. On trouve cette phrase dans ce livre génial que l'on trouve encore, qui s'appelle L'évolution créatrice
et que je conseille à tous ceux qui s'intéressent aux choses de la vie. Oui, effectivement, elle est parlante cette phrase. Donc là, vous nous expliquez que c'est pas évident entre les pesticides dans le sol, les terres lessivées par les traitements et la cuisson et la transformation haute des plats cuisinés. On se rend compte que c'est difficile du coup de trouver on abordera certainement aussi l'inflammation Oui, intestinale ben, ça veut dire que il faut choisir la façon de se complémenter. C'est ça. On voit bien que c'est compliqué, donc voilà, quels seraient vos Et conseils? là, je vous Comment ai se donné une complémenter? première clé. Donc, on parlera plus tard de mon livre, mais toute la première partie de mon livre, qui est consacrée à carences et médicaments, et vous avez 6 chapitres qui expliquent les basiques de la nutrition. Parce qu'il y a plein d'idées fausses qui circulent, et je crois que vous en êtes bien rendu compte par rapport à ce que l'on dit, à ce que l'on entend et à ce qu'il faut, ce qui est scientifiquement prouvé. Euh, Par exemple, on ne peut absolument pas absorber de vitamines s'il manque un seul minéral ou un seul oligo-élément. Donc c'est catastrophique, ça sert à rien. Quand on voit les mélanges qui sont vendus, on a un antagonisme entre les différents minéraux qui ne peuvent pas être absorbés, on ne sait pas. Ça sert à rien de prendre ça. Oui. Aujourd'hui, je crois que la solution raisonnable, c'est de prendre des compléments où il y a le totum qui est présent, c'est-à-dire la totalité, et c'est votre organisme qui choisit avec quoi il se complémente. Alors là, Hmm. j'ai beaucoup travaillé pour comprendre comment ça se faisait, mais c'est tellement pointu que je peux pas développer ça en quelques mots. Ça, il faut prendre, c'est écrit dans le bouquin qui arrive sur la thérapeutique marine de Quinton, où j'explique comment l'organisme a mis en place des systèmes pour pouvoir aller chercher ce avec quoi il est alimenté. Hmm. Mais déjà, c'est capital ce que vous dites là, qu'on ne peut pas assimiler de vitamines s'il nous manque et si on est carencé dans certains oligo-éléments Quelconque et minéral, minéraux. ça bloque complètement le système. Et quand on lance une chaîne métabolique, par exemple, actuellement on parle plus de cascade métabolique, on utilise le terme de métabolon. Avant, on croyait que la réaction s'arrêtait là où il manquait le minéral qui servait de cofacteur, c'est-à-dire à faire fonctionner l'enzyme. Aujourd'hui, on sait que si, par exemple, il y a 10 enzymes sur une chaîne, s'il y a un minéral, même si c'est le dernier qui manque dans la réaction se met pas en marche. Hmm. Donc, on comprend qu'une carence, même minime, puisse avoir des conséquences métaboliques et donc automatiquement des conséquences sur la santé qui peuvent être catastrophiques. Hmm. Hmm. En Oui, oui, oui. particulier, dans certaines maladies génétiques où on a des blocages métaboliques, il suffit de très peu de choses pour que ça fonctionne. Hmm. Hmm. Vous parlez de vitamines ou minéraux antagonistes. Vous avez un exemple peut-être à nous donner Bah, il y a un exemple qui est très bien développé dans mon livre. Et je vais vous montrer le schéma. pour vérifier si voilà, certains de nos abonnés prennent des vitamines? Ce Voilà, sont toutes les donc, oppositions. Oui, je voilà, le connais ce schéma. J'ai un votre cercle, livre. un cercle qui vient d'un ouvrage de Wayne Ashmed, qui est des années 74 ou 75, qui était le patron des laboratoires à Lyon, qui était un médecin vétérinaire, qui a été un grand chercheur. On voit par exemple que si vous donnez du calcium uniquement, vous bloquez le magnésium, vous bloquez le zinc, vous bloquez le fluor, vous entrez en compétition avec le phosphore et vous entrez en compétition avec le fer. Donc on ne sait pas ce qu'on fait. Oui. Je prends un autre exemple. Vous prenez du cuivre, vous allez bloquer le phosphore, vous allez bloquer le fluor et vous allez bloquer le zinc. Non. Oui, Apporter un élément, ce n'est pas la solution. global. C'est pour ça que je dis qu'il faut apporter le totum. Et oui, oui. D'accord, d'accord. Oui, En fait, oui, oui. il y a une espèce d'intelligence qui fait que l'organisme va se servir pour rétablir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du milieu intérieur. Oui, oui. Homéostasie. Oui, oui. Mm. Et Donc, alors, il allez-y, faut, allez-y.
faut vraiment choisir de la façon dont on va se complémenter. Oui. Alors comment? Comment bien se complémenter? Les conseils, Au les vu, points de vigilance. au vu de ce que je vous ai expliqué, ben, il faut donner une préférence aux éléments qui apportent le maximum et qui donc soit de l'eau de mer de Quinton, soit une algue comme la clamate, qui est une algue sauvage, qui a été cherchée dans le milieu ambiant dans lequel elle vit, le maximum de nutriments. Quand on prend des chlorelles, de la chlorella ou de la clamate de culture, ça ne peut restituer que ce qu'on lui donne à avaler. Mmh, oui. Bon, là aussi, ça pose un problème. Alors que dans le milieu sauvage, ça va tenter de capter le maximum de minéraux pour pouvoir Mmh, les restituer, ou le maximum de vitamines pour pouvoir les restituer. Donc, mmh, complémentation avec un produit entre guillemets sauvage et un produit de culture, c'est très différent. La mmh. deuxième chose, il faut savoir qu'à l'époque, on a eu un très grand savant qui s'appelait Henri Laborit en France, qui a été quelqu'un d'extraordinaire dans l'exploration des mécanismes du vivant. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont à disposition, dont un qui est très intéressant que je conseille après la sortie de crise des crises dans laquelle nous avons vécu, qui s'appelle L'éloge de la fuite. Et il a écrit le bouquin scientifique qui correspondait, qui s'appelle L'inhibition d'action, qui est un livre que j'ai dû lire 19 ou 20 fois. Et tellement il y a d'informations. En fait, on comprend comment l'organisme réagit face à son milieu environnemental et par rapport à ses relations avec les individus et ce qui se passe dans la notion de stress. Alors là, Henri Laborit correspondait avec un Allemand qui était aussi un grand chercheur qui s'appelait Hans Niepper. Et devant le problème posé par l'absorption des minéraux, parce que déjà dans les années 60, 70, ils avaient posé ce problème, ils sont rentrés en compétition pour voir lequel arrivait à faire le minéral qui était absorbable. Donc ils ont pris un produit et Laborit a rajouté de l'acide ascorbique, c'est-à-dire la vitamine C, ça donnait les ascorbates, qui sont encore consommés par exemple sous forme d'ascorbate de calcium pour la vitamine C. Beaucoup de vitamine C vendues sont comme ça. Et Hans Niepper a créé les orotates. Le développement de la médecine naturelle enseignée et diffusée en Allemagne a fait que ce sont les orotates qui ont pris le dessus et que ça a donné à ce que l'on appelle aujourd'hui la médecine orthomoléculaire. Alors, il ne faut pas oublier un élément essentiel qui a été donné par un Français, qui était le professeur Favier de l'Université de Grenoble et qui est un spécialiste mondialement reconnu du zinc, qui dans son cours de nutrition dit que les ligands sont des général des aminoacides ou des dipeptides, c'est-à-dire un assemblage de deux aminoacides. Et c'est le cas des orotates ou le cas des ascorbates. La combinaison ligand-minéral est absorbée comme un parasite par la muqueuse intestinale qui croit absorber un aminoacide ou un dipeptide, mais pas un minéral. Et là, vous posez tout un problème biochimique qui n'est toujours pas résolu pour savoir comment ce minéral dans cette cellule où il est rentré sans être biodisponible va pouvoir passer dans le milieu intérieur et être utilisé. Et Mmh. quand ça se fait avec une grosse consommation d'ATP, c'est-à-dire l'énergie de base qui fait fonctionner tout l'organisme et qui est sécrétée par les mitochondries. Donc ça Mmh. a un coût. Alors que ce qui Oui. vient du milieu sauvage et du végétal n'a pas de coût pour être utilisé. Mmh. Mmh Et ça, mh. c'est Oui. important. Mais oui. Oui, Et surtout que vous parlez de coût, la vitalité c'est une, intestinale, elle est quand même c'est une notion qui n'est pas du tout prise en compte, ça. ouais. Donc, Ouais, au ouais, ouais. niveau de la quantité, au niveau de la qualité, mais il y a aussi le coût, le coût pour l'organisme qui n'est jamais considéré. Oui, Et oui, c'est vrai. ah, ah. Donc, voilà. Alors, le thème de mon livre, ça a été les médicaments et les carences. Alors, c'est une belle histoire qui a commencé pour ma thèse en
bon, que j'ai présentée en 1978, qui était une thèse sur les accidents neurologiques des anticoagulants, où j'avais quand même un dossier fort conséquent parce qu'il y avait 38 cas et que c'était la plus grosse série qui était faite et qui avait été analysée à l'époque et que mon patron avait présenté à la Société française de neurologie. Et je me suis aperçu quand même d'un truc bizarre en questionnant, commencé à me connaître, moi je suis un clinicien. Euh, J'écoute, j'examine et je commence à réfléchir. Et je regarde souvent, parce que souvent, quand on regarde les malades, on fait beaucoup de découvertes. Et j'ai découvert dans mes interrogatoires qu'il y avait une interférence dans l'alimentation chez ces gens qui étaient sous des anticoagulants. Et souvent, à l'époque, c'était la mode, les cardiologues donnaient aspirine anticoagulant, ce qui altérait, qui jouait sur les deux niveaux de la coagulation et qui avait tendance à provoquer des saignements. Et je me suis aperçu que la consommation de crucifères, c'est-à-dire de brocolis, de choux et de choux-fleurs, par exemple, faisait saigner les gens. Et par contre, en continuant à questionner les gens, parce que je suis quelqu'un de curieux, quand on mangeait des fromages à pâte cuite type brie ou camembert, ça favorisait les thromboses. Donc, c'est un élément à tenir compte, à prendre en compte aujourd'hui, où il semblerait qu'il y a énormément de thromboses qui sont en train de se produire chez beaucoup d'individus. Donc, que la consommation de fromage serait plutôt déconseillée et que la consommation de crucifères serait plutôt conseillée. Hmm. Voilà, donc dans mon livre, j'ai divisé en deux parties. La première partie fait 6 chapitres qui explorent les relations, donc qui donnent les basiques de la nutrition, dont on a évoqué quelques points ici, mais c'est beaucoup plus détaillé. Et j'ai fait un chapitre spécial sur le microbiote que je développerai dans une autre édition, parce qu'aujourd'hui, on sait par exemple que les aliments, pour être transformés au niveau de l'intestin, sont fortement dépendants du microbiote. On sait que certains aliments provoquent par exemple des migraines, certains chocolats, des viandes comme la viande de lapin qui est très riche en putrécine, etc. Parce qu'il y a une transformation préférentielle qui est faite par certaines souches microbiennes qui vivent dans notre intestin et que ça produit des médicaments, des molécules absorbées qui sont très agressives. Là aussi, il y a 3 revues qui se sont créées ces dernières années pour analyser l'importance des changements du microbiote sur l'action des médicaments. On s'aperçoit par exemple qu'au niveau de la chimiothérapie, il y a certaines molécules qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont tout simplement séquestrées, donc molécules en prise orale bien sûr, qui sont séquestrées par certaines bactéries au niveau de l'intestin. Donc c'est tout un monde qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui et je dirais c'est le continent inconnu, c'est Colomb qui arrive en Amérique, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est passionnant, c'est passionnant. Oui, 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 oui. Voilà. Mais on voit bien la complexité entre la pauvreté micronutritionnelle et ce que vous nous expliquez entre le coût que nécessite l'assimilation pour le corps avec l'ATP, vous nous en avez parlé, les mitochondries, et derrière en plus la qualité du microbiote, parce que le microbiote est lui aussi bien Voilà. affecté aujourd'hui. On se rend compte que c'est un assemblage, un équilibre subtil pour être bien une complémentaire. quelconque dysbiose, par exemple, on a tous du candida, par exemple, dans l'intestin qui est sous forme de spore. Et quand le candida prend une forme sexuée, c'est-à-dire ça ressemble un petit peu à un filet blanchâtre. D'ailleurs, ce qu'ont les enfants dans la bouche quand ils ont du muguet, vous savez, c'est une espèce d'enduit blanchâtre. Donc ça perfore la muqueuse intestinale et ça prend les commandes de l'individu. Moi, j'ai 2 exemples qui m'avaient frappé. Donc, en faisant des analyses à l'époque dans un laboratoire parisien, on arrivait à mesurer les métabolites qui nous disaient s'il y avait une dysbiose intestinale ou pas. Et 2 patients pour lesquels j'avais la preuve qu'il y avait une dysbiose fongique, c'est-à-dire à candida. Quand ça a été soigné, il y en a un qui a son diabète qui a disparu et l'autre n'était plus alcoolique.
Et la réaction du second, qui est arrivé dans mon cabinet un jour sans rendez-vous, sans rien, docteur, il faut que vous me redonniez le traitement. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il me dit, j'ai les champignons qui sont revenus, je recommence à boire. Et on sait par exemple que ces champignons sécrètent 22 neuromédiateurs qui prennent le contrôle du cerveau de l'individu. Donc c'est un véritable parasitisme. Donc Oui, déjà, oui. pour absorber correctement les nutriments, faut-il avoir une flore intestinale en bon état. Oui. Et Oui, que la oui. complémentation de la flore intestinale doit se faire avec des souches choisies, mais qu'il doit y avoir au minimum des 6 souches par gélule et pas une seule. Et moi, je les conseille tout ce qui est Les le. probiotiques que vous parlez là. Pardon. Pour les probiotiques que vous parlez, des souches. Oui. Oui, voilà. Et Pour que parce ce qu'en soit fait, clair. sinon, l'individuel va être carencé parce que ça va être les parasites qui vont consommer ce dont il a besoin. Oui. C'est Et oui, tout. oui, oui. Donc, oui. Et donc, Donc là, la contamination par des champignons, des levures, euh, ça mène à une dépendance vis-à-vis du sucre oui. ou de l'alcool. Oui, Parce que les champignons oui, oui. transforment le sucre en alcool pour se nourrir. Oui, Et oui, oui, c'est on sent. là encore, c'est un problème de santé publique. Alors, Mm, mm. ouais, moi je fais attention à ce que je mange. Bon, non, il suffit par exemple de manger un fromage bleu, du roquefort, du gorgonzola, un quelconque bleu, et vous êtes en train de vous réensemencer en levure qui peuvent provoquer une catastrophe. Donc là aussi, Mm, il faut faire attention à ce que l'on mange. mm. Oui, oui. Rééquilibrer avant de pouvoir remanger tout ce qu'on veut, si on Voilà. sait que voilà, on a le candidat en forme parasite. Donc voilà, on voit bien entre l'alimentation, on l'a redit, et la vitalité digestive, qu'il est difficile En, d'être en fait, complètement en équilibre. En fait, notre équilibre, je dirais, notre équilibre hydro-minéraux vitaminique dépend de notre microbiote avant de dépendre de nos apports. Oui, Puisqu'on oui, oui. on va nourrir les bestioles au lieu de se nourrir, c'est le cas de le dire. Ah oui, c'est ça. Et Oui, oui, totalement. cet équilibre de notre flore intestinale est l'élément capital pour avoir une immunité de bonne qualité. Mm, D'ailleurs, oui. c'est un des éléments. Professeur Montagnier avait dit qu'il y avait un cofacteur dans l'infection à Covid-19, et ça a été prouvé très récemment, puisqu'on a démontré, il y a plusieurs équipes de chercheurs qui ont démontré que le virus avait tendance à se répliquer dans certaines familles de bactéries intestinales, ce qui expliquait que certains antibiotiques avaient un effet positif sur l'évolution de la virose parce qu'ils détruisaient ces bactéries, justement. Mm. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, donc tout est vraiment lié. Et donc précisément, donc là pour reprendre toute la thématique, on voit bien on peut rapidement être carencé. On a bien compris avec vos explications, et d'autant plus la prise de médicaments Je peut ne sais pas si on peut accentuer. être rapidement être carencé, mais si on n'en prend pas conscience, on est carencé. Oui, oui, oui. Et la prise de médicaments peut accentuer ces carences-là. Absolument. Absolument. Alors, Alors, de au quelle niveau manière est-ce que vous pouvez... non, dans la deuxième partie de mon ouvrage, j'ai, on prend un quelconque tableau, je vais aller chercher. Oui, si on peut avoir quelques exemples, par exemple. Oui, oui. Contraception. Donc, Contraception. contraceptif et hormonothérapie. Donc aujourd'hui, beaucoup de femmes considèrent que la contraception n'est pas un traitement. C'est quelque chose de naturel. Et c'est pourtant quelque chose qui a des contre-indications. Moi, à l'époque, avant de commencer ma thèse sur les accidents neurologiques des anticoagulants, mon patron m'avait demandé de travailler, puisqu'on commençait à voir arriver au service de réanimation de de neurologique de l'hôpital de Montpellier, des thromboses chez des jeunes femmes qui prenaient la pilule. Donc, et c'est toujours un risque aujourd'hui.
Et donc, pilule, chute du magnésium, du manganèse, du zinc, donc acide folique, vitamine B1, B2, B3, B6, B12, vitamine C. Donc, s'il y a une chute de l'acide folique, vous savez que c'est la première complémentation qu'on donne à une femme enceinte. En général, quand elle a un début de grossesse, qu'elle va voir son gynéco, on lui donne de l'acide folique ou vitamine B9. Oui. Si elle a arrêté la pilule tout de suite avant de tomber enceinte et qu'elle ne s'est pas complémentée, on a le risque majeur du déficit de la vitamine B9 qu'on voit toujours. Je connais plusieurs exemples de jeunes femmes diabétiques qui ont eu des problèmes avec leur enfant. Bec de lièvre, fente palatine ou spina bifida. Spina bifida, ce sont les deux dernières vertèbres lombaires qui ne sont pas fermées. Et donc, on a des enfants qui ont des problèmes de motricité des membres inférieurs, des problèmes au niveau des sphincters urinaires et anal. Donc, ce sont des catastrophes. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'histoire de la vitamine B9, quand ça a été découvert, ça a mis 25 ans aux États-Unis pour être appliqué au niveau de la politique de santé publique. Et pour traverser l'océan Atlantique et arriver en Europe, ça a mis 50 ans de plus. Donc, on a eu 75 ans de problèmes, d'enfants à problèmes que les couples ou que les mamans ont eu à gérer, qui sont parfois très très lourds à gérer quand un enfant est complètement incontinent et qui peut pas se déplacer. Et on a le même problème qui est produit par la pilule si on ne prend pas de précautions. C'est la prise de contraceptifs qui contribue à la chute de la B9 chez la femme. Ah oui, magnésium, oui. Qui est le premier, qui est lion anti-stress, le zinc, qui est le régulateur, qui a plus de 200 fonctions, et la principale fonction, c'est un des régulateurs de l'insuline. Donc, il ne faut pas s'étonner que certaines femmes grossissent et deviennent diabétiques quand elles prennent la pilule. Le manganèse qui a des fonctions un peu plus compliquées et toutes les vitamines B, pratiquement. Plus la vitamine C. Donc, si on ne fait pas cette complémentation de façon permanente, on a quelqu'un qui est dans un état déficitaire. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de femmes en âge d'activité sexuelle qui sont sous pilule? C'est quelque chose d'imposant. Oui, bah oui. Voilà. Et que ce soit la pilule ou bien sûr ou les implants. C'est exactement la même chose. Les stérilés, non. Les stérilés au cuivre ont une action sur le zinc, puisqu'il y a un antagonisme entre les deux. Mais les implants contraceptifs, puisqu'on voit beaucoup de jeunes femmes qui ont des implants pour pas se préoccuper de la pilule, de la prise de pilule, on est exactement dans les mêmes déficits. Oui, oui. Et c'est vrai que quand on pose la question à la jeune femme, est-ce que vous êtes sous traitement? Est-ce que vous avez un traitement? On pense à traitement médicament, mais c'est vrai que la pilule ne vient pas forcément, ou les implants ne viennent pas forcément. Il faut poser la question. Absolument. Mais c'est vrai alors que c'est générateur d'une série de pathologies et que c'est générateur d'un risque de thrombose. Oui, oui. Non, mais voilà, donc il s'agit pas de leur dire d'arrêter, mais en tout cas, voilà, d'avoir conscience de complémenter en parallèle. Voilà. Et éviter de manger certains aliments comme les fromages à pâte que je vous ai cités qui sont pro-thrombogènes. Oui. Voilà. Oui, oui. Ce sont certains, il faut combiner les éléments, mais il faut, pour savoir ce qu'on fait, mais il faut combiner les précautions. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous auriez un autre exemple? Il y a un deuxième exemple que je peux vous citer aujourd'hui parce qu'il y a toute une partie de la population d'un certain âge qui prend des traitements pour des pathologies cardiovasculaires. Et souvent, quand je dis d'un certain âge, c'est que souvent ça commence à 45 ans. C'est bêta-bloquant et pour des problèmes de tension, des problèmes cardiaques. Et derrière, bien sûr, une statine parce qu'il y a un problème de cholestérol et de risque d'artères qui sont obstruées. Et là, on se retrouve avec un phénomène, c'est que la plupart des statines les bêta-bloquants font chuter le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, c'est le carburant de la mitochondrie qui lui permet de produire de l'ATP. Donc, en fait, on a une chute de la diminution d'énergie
qui est responsable en partie des problèmes musculaires que présentent ces malades et qui est en partie responsable des risques d'insuffisance cardiaque qui arrivent avec la prise pendant un certain temps, puis ce sont des traitements au long cours chez ces malades et qu'on peut éviter en les complémentant. Mm. Alors bien sûr, il y a toute une technique il y a toute une technique de produit qu'il faut rajouter au coenzyme Q10 pour que celui-ci rentre dans la mitochondrie, pour rajouter du carburant à la mitochondrie. Bon, ce sont des problèmes de prescription de spécialistes, mais déjà la prise de coenzyme Q10 diminue ces problèmes. On associe Mm. également le coenzyme Q10 à L-acétylcarnitine pour avoir une meilleure utilisation. Le coenzyme Q10, si on peut le donner sous forme du biquinol, qui est la forme réduite, est beaucoup plus fonctionnelle, marche mieux, mais on arrive à soulager les pathologies dont souffrent ces patients qui sont directement liées à la prise de médicaments qui, eux, sont indispensables. Mm. Oui, Voilà. oui, on encourage vraiment nos abonnés qui sont sous ces traitements à poser la question à leur médecin et à voir avec eux. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre euh, Ben, seul, hein. je sais pas, ça n'a aucune contre-indication. Moi, j'en parlais avec mon cardiologue il y a 3 semaines à peu près quand j'ai fait ma visite annuelle. Ben, et il est tombé des nues parce qu'en fait, la mitochondrie, c'est aussi la cible du Covid. On s'est aperçu que le virus détruisait les mitochondries, même les mitochondries circulantes dans le sang. On s'est aperçu, la mitochondrie, c'est la cible de la pollution en particulier par les micros et les nanoparticules qu'on respire. Donc, en fait, on se retrouve à une espèce de carrefour cellulaire qui conditionne toute la réponse pour la production d'énergie d'un individu. Il ne faut pas s'étonner Mm. d'avoir autant de gens fatigués. Oui, 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 oui. Bon, Syndrome de on va. syndrome de fatigue chronique aujourd'hui, on est à presque 15% de la population pas que de fatigue chronique. En fait, il y a un gros paquet qu'on appelle les syndromes de sensibilisation centrale, où il y a fibromyalgie, fatigue chronique, sensibilité chimique et hypersensibilité électromagnétique, que j'ai bien étudié, pour laquelle j'avais fait 2 conférences au 9e congrès de médecine environnementale, congrès international à Madrid en 2017. Un jour, on peut en parler si vous voulez, parce que ça concerne 15% de la population. Oui, les champs électromagnétiques et l'hypersensibilité à ces champs-là. Les produits chimiques, on s'aperçoit par exemple que dans ce groupe de patients, il y a 9 femmes pour un homme, donc on a une influence hormonale, en général, pour beaucoup, ça se déclenche en période de préménopause, qu'on a des collectifs de particuliers, de travailleuses, aides-soignantes, infirmières qui manipulent des produits désinfectants, femmes de ménage, beaucoup de femmes de ménage dans ces groupes de malades, avec les produits de désinfection qu'elles utilisent pour nettoyer. Donc, on a une contamination chimique du corps qui déclenche autre chose après. Hmm. Oui, oui. Et oui, et ces micronutriments, en carence dans le On corps. a, euh, on a une carence de micronutriments chez ces malades et on peut rien faire si on commence pas. Bien sûr. Ouais, ouais. En Alors, fait, est-ce qu'on peut. En fait, il y a le problème de la détoxication qui est tellement important qui se pose. C'est que si on n'a pas rétabli l'homéostasie minérale et vitaminique chez un individu, on ne peut pas le détoxiquer. Oui, c'est Ça, vrai, mais c'est bien de c'est un point Oui, oui. supplémentaire qu'on pourrait développer énormément. Oui, 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 oui. Il faut être reminéralisé pour pouvoir bien détoxiquer. Oui, oui, complètement. Donc, c'est bien de le En fait, rappeler. la mise en place des phases de détoxication hépatique nécessite un équilibre vitamino-minéral parfait. Et Mm, l'équilibre mm, vitaminique n'existe pas s'il n'y a pas d'équilibre minéral. mm, mm. Oui. Donc, on Ils s'aperçoit, sont essentiels pour chaque étape, hein. il faut de tout pour que ça fonctionne. Mais c'est ça. C'est Et ça. le disponible. Alors, Donc là, est-ce qu'on peut dire. Ah, pardon, allez-y si vous vouliez allez, continuer. Simplement, bah,
Alors, à moins que vous vouliez rajouter des choses, mais pour conclure un petit peu ce dossier, est-ce que là, on pourrait dire que pour chaque étape de la vie, vous nous expliquez même que pour détoxifier, c'était important d'être bien équilibré, bien ne pas être carencé en tout cas, et puis pour tout ce que vous avez développé. Est-ce qu'on pourrait dire que pour bien vieillir, pour bien avancer en équilibre, il faut se complémenter. Il faut se complémenter pour bien vieillir, globalement. Je ne vais pas vous répondre, mais je vais vous citer les travaux du préfet. Je ne donnerai pas d'opinion personnelle, mais je vais vous donner quand même les arguments. Il y a un monsieur qui a été un des biochimistes qui faisait partie des 100 personnalités les plus, qui ont compté le plus au XXe siècle, le professeur Bruce Ames, A-M-E-S, que vous connaissez sans le connaître. Tout le monde le connaît. C'est le monsieur qui, entre autres choses, a inventé les bandelettes pour mesurer le sucre, pour mesurer l'albumine dans les urines, etc. Donc, il a une quantité de publications absolument impressionnante. Et je crois que c'est quelqu'un qui a 94 ans actuellement, 95 ans. Ce monsieur a créé une fondation pour développer ce qu'il a appelé la théorie du triage. Il y a 5 points dans cette théorie du triage. Il en a mis en évidence, il a démontré que 4 d'entre eux déjà étaient vrais. C'est-à-dire qu'on est en train de tomber sur une loi et plus sur une théorie. Il y a 4 points sur 5. Et je vais vous lire ce qu'il dit. Je pense que des dommages métaboliques insidieux se produisent même avec seulement de très faibles déficiences en micronutriments et qu'ils vont augmenter le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, de dysfonctionnements cognitifs et d'autres maladies associées au vieillissement. Je crois que tout est dit en 4 lignes. C'est-à-dire que le moindre déficit va être un inducteur de pathologie. Et ce monsieur a dit une autre phrase. Face au stress environnemental, et Dieu sait si on a un stress par la pollution, les ondes électromagnétiques, vous allumez la télé, c'est une décharge d'adrénaline chaque fois. On n'annonce jamais les bonnes nouvelles. En fait, vous déviez ce qui doit être utilisé pour bien vieillir, pour vous défendre contre le stress environnemental. Donc, oui. La réponse, elle est oui. Dans tous les cas aujourd'hui, avec le style de vie que nous avons, même avec une alimentation de qualité raisonnée, il faut se complémenter parce qu'on va avoir des problèmes pour vieillir ou pour simplement vivre. Bon, on a bien compris l'importance. Et là, il y a un problème que j'ai découvert hier. Il y a à partir du 23 janvier de cette année, je crois que c'est le 23 janvier 2023, l'Union européenne autorise l'incorporation de poudre de criquet dans certaines préparations alimentaires qui n'auront pas l'obligation d'être signalées, type farine, etc. Il y a toute une liste. Et quand on sait que les insectes sont très riches en chitine, ce qui forme leur squelette externe, leur exosquelette, la carapace, et que la chitine bloque l'absorption de minéraux et de vitamines, vous voyez encore une cause d'apparition de dénutrition vitamino-minérale. Donc c'est encore un problème qu'il va falloir prendre en compte. D'accord. Bon, on tâchera d'être vigilant en tout cas. Et puis si on essaie de manger le moins transformé possible, on va essayer de. Le cru a son importance, la cuisson vapeur si possible, le choix des aliments. Vous savez, est-ce que goûter un œuf de catégorie 3, qui sont des œufs de poule qui sont enfermés, nourris avec des OGM, et goûter un œuf 0 bio, vous allez voir la différence. Mais oui. Et je suis convaincue que nos abonnés ici sur Vivo Vojo Dynamica ont déjà goûté cette différence-là et sont sensibles aux œufs de qualité. Mais c'est vrai qu'il est toujours bon de rappeler que l'alimentation, toujours la moins transformée possible, quels que soient les sujets abordés, est fondamentale. Tenter de se nourrir, tenter de se nourrir avec des viandes qui n'ont pas consommé d'OGM. Il y a plein de précautions à prendre, mais bon, je crois que nos ancêtres
Eux se battaient pour tenter de se nourrir avec, trouver de la nourriture. Nous, il y a de la nourriture en abondance, mais qui justement ne nourrit pas, je dirais. Mais on va rester sur cette idée-là de changer son prisme, changer cette paire de lunettes sur voilà, la manière de se nourrir pour garder cette richesse micronutritionnelle bien en tête. Et on a bien compris avec vos explications aujourd'hui l'importance capitale d'avoir cet équilibre eau, parce qu'il est très sollicité par C'est- l'environnement, par le système digestif, par l'alimentation, par plein de choses. Merci Mathilde. Merci à vous, docteur Paya, pour toutes ces explications. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine avec le live de questions-réponses où vous pourrez voilà, poser au docteur Paya toutes vos questions, peut-être plus précises sur voilà, ce que vous vivez. Et voilà, le docteur Paya pourra vous répondre voilà, avec des réponses plus individualisées. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps et ces explications. À À bientôt. bientôt à tous.